Bonjour, chers panélistes. Nous sommes là dans le cadre de la célébration de World Pride et Copenhague 2021. Donc, moi, je m'appelle Camille Obar, je suis le modérateur de ce panel. Donc, je vais vous passer le micro pour vous présenter à tour de rôle. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Ruissou Jano. Je suis chargé de programme du réseau Bénin Synergie plus BCIP, réseau identitaire LGBTI au Bénin. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Chris Pop et je suis le directeur exécutif de l'association Union Sacrée et membre du réseau SIDA Bénin. Merci. Bonjour, Credo Adi Saroudi, responsable programme et projet Afro-Bénin, qui est une association LGBTQ au Bénin. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Pacita Gonzalez. Je suis responsable des projets et programmes au sein de Synergie Trans Bénin, qui est une association de personnes trans ici au Bénin. Merci. Bonjour, chers tous. Moi, c'est Olivia. Je suis vice-présidente de la West African Trans Forum. Je suis la directrice exécutive de l'association des trans et intersexes dénommée Identité Bénin. Je suis aussi consultante art et culture de l'université d'Uberlândia au Brésil. Merci. Je suis le président de l'association Affirmative Action Bénin. Je suis également le secrétaire général du réseau SIDA Bénin, qui est un réseau d'associations identitaires de personnes LGBTQI au Bénin. Merci beaucoup. Donc, nous allons démarrer avec les quelques questions prévues. La première question est de connaître la situation actuelle des personnes LGBTQI au Bénin. Et cette question, je vais l'adresser à Credo, à 10. Voilà. Et Credo, tu voudras bien nous expliquer un peu la situation des personnes LGBTQI au Bénin, la situation actuelle, s'il te plaît. Merci Camille. C'est émouvant de parler de ça parce que nous sommes actuellement dans une période je dirais, de crise sécuritaire. La communauté est assez bouleversée ces derniers jours à cause de la situation de notre engin lynché, d'autres cas de violation, d'autres cas d'agression qui ne cessent de surgir chaque jour. Donc nous sommes, je dirais très brièvement que nous sommes dans une période de crise sécuritaire, ce qui bouleverse un peu nos actions, nos activités sur le terrain. Mais en tout, la bonne volonté, je dirais, des leaders que nous sommes et le travail des organisations identitaires font que nous arrivons quand même à gérer du mieux qu'on peut la situation. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, Credo, pour ton intervention, pour ces apports de réponse. Nous allons rapidement passer à la deuxième question, qui est de savoir s'il y a des lois qui pénalisent les personnes homosexuelles au Bénin et quelles sont les réalités que ces personnes vivent dans la société, dans leur quotidien. En ce qui concerne la loi relative à l'homosexualité au Bénin, il n'y a pas de loi qui pénalise l'homosexualité au Bénin et il n'y a pas de loi qui légalise aussi l'homosexualité masculine comme féminine au Bénin. C'est-à-dire que la loi est muette sur la question de l'homosexualité au Bénin. Et pour conclure, je peux dire qu'il y a un vide juridique. Et bien que la loi ne condamne pas spécifiquement l'homosexualité au Bénin, les LGBT sont victimes au quotidien de nombreuses atteintes à leurs droits humains, notamment le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'égalité des chances, le droit à la non-discrimination. Et ces nombreuses violences sont perpétrées par la population générale du fait, entre autres, des pesanteurs socioculturelles, des mœurs et coutumes, et aussi de l'ignorance de leurs droits de la part des LGBT. Et tous ces facteurs font qu'ils
Ce sont des sentiments de rejet, de frustration, d'exclusion et de marginalisation. Et tout ça font qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé et de prise en charge. Voilà ce que je peux dire. Je vais passer le micro à Olivia qui va renchérir un peu. Merci bien Camille. Moi je vais préciser au Bénin, nous avons quand même des articles dans le code pénal qui sanctionnent les atteintes aux mœurs. Et je vais préciser l'article 545 du code pénal de 2018 du Bénin prévoit une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 100 000 à 200 000 francs CFA quiconque a commis un acte impudique ou contre nature avec un individu mineur du même sexe. Ce qui veut dire qu'officiellement, les personnes de la communauté LGBT peuvent être condamnées à tout moment si le législateur décide de trouver une faille. Parce que cette loi, c'est vrai que ça ne pousse pas vraiment à une condamnation d'office parce qu'ils ont précisé mineur, c'est-à-dire une personne majeure qui a un acte sexuel contre nature avec un individu du même sexe. Donc, on peut dire que la situation des LGBT est très, moi je peux préciser, très dramatique parce qu'on ne sait pas vraiment à quel sein se vouer. À tout moment, on peut être enfermé, à tout moment, on peut être attrapé. C'est plus une situation d'insécurité parce que la loi ne nous protège pas. Bon, je vais passer à la prochaine question. Depuis quelques semaines, nous vivons une vague d'agression à l'endroit des personnes LGBTQI au Bénin, précisément les personnes trans. Donc, je vais passer le micro à Pasita Gonzalez qui va nous dire en quelques mots un peu la situation que rencontrent les personnes transgenres au Bénin actuellement. Merci beaucoup Camille pour la question. Je crois que tous ici, en tant qu'acteurs, en tant qu'activistes, nous avons vécu tous ensemble la situation qui prévaut au Bénin actuellement à l'endroit des personnes transgenres. Il faut dire que ces 2 derniers mois sont les mois les plus difficiles que nous avons connus, notamment partant du cas d'agression qu'il y a eu à l'endroit des 3 personnes transgenres en début du mois de mai, et qui malheureusement a ouvert une vague d'agressions successives à l'endroit des personnes transgenres, des personnes qui ont été outées, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ils partagent des photos, des vidéos, qui quand même a causé l'outing de beaucoup de personnes trans, des personnes qui ont été renvoyées de leur famille parce que les parents évidemment ont découvert leur identité de genre, des personnes qui ont perdu leur boulot, surtout à cause de ça. Et personnellement, j'en ai aussi été victime. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans un climat d'insécurité parce que cet événement qui a eu lieu en début du mois de mai a forcément ouvert la voie, ou plutôt l'opportunité, a donné la possibilité à certaines personnes de commencer à savoir et à voir c'est quoi une personne transgenre. Même s'ils ne connaissent pas réellement ce que c'est, ils en entendent parler et pour eux, c'est simplement un homme qui se déguise. Et comme le disait Jeannot tout à l'heure, en fonction des pesanteurs sociaux, culturels et surtout religieux, nous voyons que beaucoup de personnes ne sont pas réellement disposées à comprendre ce que c'est. Et c'est dans ce questionnement au sein de la population générale que nous observons ces violences-là, ces agressions, ces discriminations qui continuent jusqu'à aujourd'hui, continuent jusqu'à l'heure où nous parlons, et nous essayons quand même d'apporter notre soutien et d'aider ces personnes qui sont victimes de rejet, qui sont arrêtées pour certains. Jusqu'à hier encore, on était encore en tribunal par rapport à ça. Nous essayons quand même de voir ce que nous pouvons faire pour limiter les dégâts au niveau de la population et surtout limiter les stigmatisations et discriminations à l'endroit des personnes transgenres aujourd'hui au Bénin. On pense que ma consoeur a déjà briefé un peu, mais moi je pense qu'il y a toujours un appel à la haine. Il y a ce rejet, il y a cette incompréhension du genre. Aujourd'hui, on pense qu'être une personne transgenre, c'est un homme qui se déguise en femme pour se prostituer, pour anarquer. Et du coup, la population générale s'acharne sur ces personnes pour
pour eux, c'est devenu un moment de vindicte populaire, ce qui limite vraiment la sécurité. Les personnes transgenres sont déjà de par nature très, très visibles. C'est surtout aussi pour ça. Et ça, ils sont aussi très expressives. Du coup, moi, je pense que actuellement, on ne peut pas vraiment dire que la situation est réjouissante. C'est plutôt stressante. Beaucoup à l'extérieur pensent que le Bénin est un petit pays tranquille, paisible, un Eldorado pour les LGBT, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais de nos jours, on comprend davantage que la situation des LGBT, surtout des personnes transgenres, sont très désagréables, sont très méprisantes et surtout, c'est des atteintes à la personne, à la sécurité et à aussi le genre. En conclusion, on retient que l'agression des 3 filles a ouvert toutes les portes, toute une vague d'agression à nos détracteurs qui sont à nos trousses, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit et dans la vraie vie, dans l'environnement voilà, familial, etc. Donc nous allons passer à la prochaine question qui est de savoir et de connaître les moyens qui ont été mis en place pour garantir une sécurité à ces personnes victimes d'agressions sur la base de l'orientation sexuelle, de l'expression du genre, de l'identité, etc. Oui, il y a eu des moyens qui ont été mis en place pour quand même garantir une sécurité à ces victimes de violences. Et je crois que nous avons un refuge, même si ce n'est pas très adéquat. Nous avons un refuge pour ces victimes. Ensuite, nous avons eu des appuis psychologiques, des appuis médicaux aussi pour ceux qui ont été victimes de violences physiques. Nous avons eu aussi des appuis juridiques pour les accompagner quand même pour que justice soit faite. Aussi, nous avons eu des fonds d'aide de partenaires internationaux pour quand même leur permettre de se reloger dans d'autres villes ou dans d'autres pays et aussi de subvenir à leurs besoins alimentaires et vestimentaires. Pour moi, il faut dire que partant d'un appui psychologique, médical et juridique, il y a tout un travail qui est fait par l'ensemble des associations sur le terrain, et il faut dire, qui est piloté par les réseaux ensemble. Et donc, nous sommes très souvent appelés à travailler avec certains partenaires pour appuyer d'abord médicalement ces personnes qui sont victimes de violences physiques, psychologiquement, et puis les apporter des aides, comme par exemple les reloger quand le besoin se fait sentir. Mon collègue disait tout à l'heure que le refuge n'était pas très adéquat. C'est vrai, c'est un petit cadre pour le moment. Et dans le cadre de ce World Pride, moi, j'appelle au soutien des partenaires qui nous suivront, de nous accompagner dans ce processus-là pour pouvoir mieux réorienter nos actions vers ce refuge-là, l'agrandir, pourquoi pas, et pour avoir plus d'espace, parce que tout à l'heure, les gens ont parlé de relogement dans d'autres villes. Et il faut dire que récemment aussi, le refuge a été attaqué à plusieurs reprises, 2 fois de suite à l'agression là. Donc, il nous faut quand même des moyens de sécurité plus adéquats au refuge et pourquoi pas un cadre plus adéquat aussi pour accueillir le maximum de victimes que nous avons actuellement, parce que la vague devient quand même très, très remarquable. À la suite de mes prédécesseurs, je dirais jusqu'aujourd'hui il est bien déjà de reconnaître que toutes les organisations travaillent aujourd'hui ensemble parce que la question touche tout le monde, c'est une communauté. Et donc, hormis l'appui psychologique qui est très important, qui est le premier appui que reçoivent les personnes victimes de toutes sortes de violations ou de toutes sortes de violences, aujourd'hui, nous arrivons quand même à subvenir à ce besoin d'appui psychologique, d'appui juridique pour certains et de soins aussi. Et ce n'est pas totalement ce qu'il nous faudrait faire, mais nous essayons quand même de faire le peu.
Et à la suite de Credo, je dirais tout simplement que c'est aussi le moment de faire un appel aux partenaires et leur dire effectivement que certes, on pense peut-être que le Bénin est un pays totalement ouvert aux personnes LGBT, mais la pression, les pesanteurs ou enfin, la charge psychologique qu'il y a tout sur non seulement les activistes, mais aussi sur les membres de la communauté est assez grande et qu'il faudrait quand même, à un moment donné, ou plutôt nous soutenir pour que nous puissions faire ce que de droit pour tous. Et nous allons passer à la prochaine question qui est de savoir ce que fait le gouvernement pour garantir la sécurité aux personnes LGBTQI. Parce que nous sommes les personnes LGBTQI sont des personnes à part entière, c'est des citoyens qui payent leurs impôts, qui contribuent à l'évolution de l'économie, qui font ci, qui font ça, mais qui n'ont pas peut-être une garantie de sécurité, etc. Donc nous voulons savoir que fait le gouvernement dans ce sens pour accompagner surtout les associations, réseaux, organisations LGBTQI au Bénin. En faisant référence à l'article 8 de notre Constitution, qui, selon quoi toute personne est sacrée et inviolable, et l'État a l'obligation de protéger ces personnes-là, que ce soit aussi bien que ces personnes puissent avoir le même accès à la santé, à la protection, à l'éducation, à la culture, à l'épanouissement et tout, même à l'emploi. Et donc, pour commencer, si je commence par là, c'est pour dire que nous n'avions même pas à isoler les personnes LGBT parce que ce sont d'abord des personnes. Et à la suite de cela, il faut dire que pour le moment, l'État n'a rien envisagé concernant les personnes LGBT, si je peux m'exprimer ainsi, et dans le sens où cela commence déjà même par l'enregistrement des associations. Est-ce que l'État reconnaît ces associations? Est-ce que l'État reconnaît les personnes LGBT? Certes, il y a parfois des collaborations avec des partenaires où parfois l'État est impliqué, mais est-ce que l'État reconnaît ces personnes-là d'abord? Cela devait commencer par là, puisque l'État a le devoir ou a l'obligation absolue de protéger toute personne, y compris les personnes LGBT. Et donc, pour le moment, je dirais qu'il reste beaucoup à faire de la part de l'État pour que ces personnes LGBT soient entièrement acceptées. Il y a beaucoup également à faire sur le droit à la non-discrimination et sur plusieurs volets pour qu'il y ait plus d'inclusion au sein avec des personnes LGBT et de la société en général. Selon moi, le gouvernement, c'est-à-dire l'État responsable, doit mettre en place un partenariat, c'est-à-dire à travers ces structures décentralisées, bien sûr, doit mettre en place un partenariat avec les organisations LGBT dans le processus de protection et d'assistance aux victimes. Et ils doivent ensemble, c'est-à-dire ces associations LGBTI et les structures décentralisées de l'État, doivent ensemble élaborer des plans pour quand même assister ces victimes. Et ces plans devront peut-être comprendre des dispositions relatives en besoins alimentaires et vestimentaires, de l'assistance psychologique et médicale, des services d'assistance juridique aussi, de la protection, voilà, des conseils et tout. Si le gouvernement doit assurer la protection, c'est que nous devons avoir des instruments qui existent déjà au sein du pays et qui protègent, qui doivent prévenir les violences à l'endroit des personnes LGBT. Pour moi, ce que le gouvernement devait faire en premier, c'est déjà reconnaître qu'il y a des personnes LGBT au Bénin. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance un peu fictive, puisque s'il n'y avait pas en réalité des partenaires qui nous permettaient de faire des activités, le gouvernement ne saurait même pas ou ne ferait aucune action à notre endroit. Aujourd'hui, je dois quand même avouer clairement que le gouvernement
personnellement, n'a jusqu'à ce jour fait aucune action à l'endroit des organisations, à l'endroit des personnes LGBT. Ce n'est que par de partenaires intermédiaires. Ce qui veut dire quoi? Si aujourd'hui il n'y a plus de partenaires intermédiaires, le gouvernement n'assurerait même pas notre sécurité. Il n'y aurait même pas de collaboration qu'on pourrait avoir avec eux et les cas de violation que nous subissons ou que nous voyons aujourd'hui resteraient impunis. Puisque même si la loi est mieux, comme l'a expliqué Olivia tout à l'heure, le seul aspect qu'ils prennent souvent, que les officiers ou les acteurs de justice prennent souvent, c'est l'aspect de l'atteinte aux mœurs. Pendant plusieurs années, nous sommes restés, on a condamné, on a arrêté des personnes LGBT seulement sur cette base-là. Il a fallu qu'on fasse un travail de fond pour qu'on puisse aujourd'hui savoir que non, quand on parle d'atteinte aux mœurs, la loi dit ci, la loi dit ça. Donc pour moi, c'est déjà une reconnaissance juridique des organisations, ce qui légitime en quelque sorte nos activités que nous menons sur le terrain et ce qui légitime aussi nos partenariats ou les actions que nous menons avec ces institutions-là étatiques. L'autre chose, c'est quand même toujours sur le plan législatif, parce que moi je vais rester sur cela, parce que tant qu'il y a la loi, tant qu'il y a une disposition législative qui existe, on peut s'appuyer là-dessus pour faire plus de travail, plus de plaidoyer. Et donc, une loi antidiscriminatoire ou qui protège en quelque sorte les violences, c'est un sujet de base. On ne peut quand même pas légitimer une violence. Donc, une loi quand même qui incrimine les personnes, les acteurs de violence à l'endroit des personnes LGBT serait quand même un plus aujourd'hui qui, en quelque sorte, nous permettra de savoir que oui, nous sommes dans un pays de droit, nos droits sont respectés et nous pouvons faire recours quand quelqu'un viole nos droits. Les droits quand même sont universels et pour tout le monde. Et ce n'est pas trop demandé aussi que d'attendre à ce que l'État assure notre protection. Nous allons passer à l'avant-dernière question, qui est voilà, depuis plusieurs années, les organisations LGBTQ sont là. Et puis, nous voulons savoir quelles sont les avancées aujourd'hui. Et depuis 5 ans, depuis 10 ans, comment le mouvement LGBTQ a avancé, ou depuis plusieurs années, quels sont... Voilà les débuts aujourd'hui. Est-ce que les gens peuvent ouvertement parler de l'homosexualité? Est-ce que les gens peuvent s'afficher sans difficulté? Voilà. Je dirais qu'en termes d'avancée, il y a de cela 10 ans, comme le disait Camille, nous n'avons pas quand même accès à certaines possibilités. Nous n'avons quand même pas le droit de faire certaines choses. Aujourd'hui, on remarque quand même une sorte de visibilité des organisations identitaires, des activistes LGBTQ dans notre pays. Et sans forcément oublier qu'avec cette visibilité, il y a ce qui va avec, il y a ses revers. Donc, nous saluons quand même cet effort-là au sein de la communauté. C'est parti d'abord par des groupes de personnes qui se réunissaient. Après, ça a commencé par se formaliser vers les années 2010, je pense, 2010 ou 2012, avec les associations. Et un peu plus après, c'est la visibilité des personnes lesbiennes, après la visibilité des personnes trans, et voilà. Et aujourd'hui, toutes ces organisations au sein du mouvement arrivent quand même à se réunir au sein d'un même réseau pour partager les mêmes visions, les mêmes objectifs. Et le plus grand aujourd'hui, c'est quand même que toutes les organisations, ou je dirais tout le mouvement, se réunit au sein d'un comité. Donc, c'est une avancée. C'est pourquoi je disais quand même qu'on s'applaudisse. Et ce comité-là est né récemment. C'est vrai, beaucoup de personnes n'ont pas encore connaissance. Nous y travaillons pour lever le voile sur cela et montrer quand même le pouvoir de notre communauté à avancer et à arranger les choses. Et je dirais que ce comité est né pour vraiment appuyer le travail que font nos organisations, que ce soit indépendantes, regroupées dans un réseau, ou les leaders même qui ne se retrouvent pas dans des organisations. Ce comité travaille avec tout le monde pour pouvoir lever le voile sur les discriminations, les problèmes que nous rencontrons dans notre communauté. Donc, c'est une grande avancée aujourd'hui que nous-mêmes nous saluons et qu'on appelle à soutenir pour vraiment faire de notre mouvement un mouvement fort et inclusif. Et pour finir, il faut dire qu'il y a de cela 5 ans,
la communauté, en fait, les personnes LGBTQ n'arrivaient quand même pas à s'afficher comme cela se doit ou à mener des actions comme cela se doit. Donc, aujourd'hui, quand même, nous avons cette flexibilité ou cette possibilité-là de travailler ouvertement sur certaines questions. C'est vrai que c'est sous couvert, mais nous arrivons quand même à parler de nos identités et de notre mouvement. Quand on parle d'avancée, il y a cette visibilité, comme l'a dit Credo, mais il y a aussi cette tolérance, parce qu'il faut reconnaître que les organismes qui travaillent avec les associations LGBT ont une tolérance et essaient de comprendre le genre, l'orientation sexuelle. Il y a des thèmes qui sont débattus qu'on ne pouvait oser il y a de ça 5 ans, il y a de ça 10 ans. Et moi, je remarque aussi, bien que les personnes transgenres soient très victimes et très agressées, je pense qu'il y a aussi cette connotation intellectuelle qui permet à ces personnes de pouvoir s'affirmer. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des activistes trans qui parlent sur des réseaux sociaux, qui tiennent des conférences, qui font des lives, qui s'affichent ouvertement sans forcément attirer la vindicte populaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tolérance, comme je dis, et aussi, il y a aussi aujourd'hui la grande visibilité des associations. Il y a aussi aujourd'hui la grande visibilité des associations LGBT. Il y a beaucoup d'associations, il y a des réseaux, ce qu'on ne pouvait jamais imaginer autrefois. Donc, il faut reconnaître tout cet effort qui est fait. Il faut reconnaître aussi que nous sommes des avancées, parce que se réunir aujourd'hui autour d'un thème pour pouvoir débattre, profiter du mois de la fierté Pride, moi je pense que c'est aussi une avancée. S'asseoir aujourd'hui devant une caméra pour discuter, c'est aussi une avancée. Je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Merci beaucoup. Merci aux différents intervenants. Comme je le dis souvent, ensemble on guérit et on renaît plutôt de nos cendres. Aujourd'hui, nous sommes en association, nous sommes en réseau. Aujourd'hui, nous célébrons le mois de la fierté. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer le 17 mai. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer tout ce que nous voulons. Donc, c'est déjà une avancée. Nous avons beaucoup d'avancées. Et là, il y a le comité qui est mis en place là. Je reviens sur le comité pour lancer toujours un appel à soutien pour dire oui, il y a un comité, mais il faut que le comité fonctionne. Donc, c'est-à-dire que nous avons besoin d'argent. Le comité a besoin d'argent, de ressources financières, de ressources techniques, etc., pour pouvoir accompagner les organisations comme et les membres ont démarré déjà. Donc, la dernière question, c'est une question qui va dans le sens du droit à la santé, précisément le VIH. Il y a 40 ans, avec l'avènement du virus du VIH-Sida, les gens ont raconté partout que c'est les gays qui ont amené ça, c'est les homosexuels. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après 40 ans de lutte contre le VIH-Sida, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est toujours les gays qui sont responsables, qui ont amené le VIH-Sida? Est-ce que dans la population générale, est-ce qu'on ne rencontre pas des hétéros qui soient infectés par le VIH? Au fait, c'est des discours haineux d'antan et qui collaient l'origine du VIH aux homosexuels, aux gays. Mais ces dénominations ont été abandonnées lorsqu'on a pu retrouver chez les personnes hétéros aussi les symptômes du VIH. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que le VIH se transmet non seulement par voie sexuelle chez les homosexuels, comme chez les hétéros, chez les transfusés, chez les hémophiles. Donc, le VIH aujourd'hui est un sujet d'inquiétude sanitaire mondiale. Ce n'est même pas collé seulement aux homosexuels. Les recherches ont prouvé que le VIH, c'est une affaire de tout le monde. Moi, je dirais à la suite de mon prédécesseur que le VIH, d'abord, pour commencer, je vais saluer l'ONU-SIDA et certains partenaires qui vraiment ont beaucoup fait concernant le VIH au Bénin, d'abord.
Et je dirais qu'aujourd'hui, ce travail abattu par ces personnes ont fait tomber un peu les voiles. Et aujourd'hui, plusieurs peuvent se prononcer, ou bien plusieurs savent désormais que le VIH n'est pas d'origine LGBT ou homosexuelle. Ce n'est pas des personnes homosexuelles eh, qui sont les porteurs généralement de cette maladie. Il faut dire que c'est aussi porté par la communauté générale, et les personnes hétérosexuelles. Et dans le même sens, je dirais que ce n'est pas sans dire que les personnes LGBT sont quand même beaucoup plus vulnérables au VIH. Et être vulnérable au VIH ne veut pas dire que c'est la base de la maladie. Il faut donc dire que si ces personnes sont justement vulnérables à cette maladie, c'est justement à cause de cette violence que la société apporte à l'endroit de ces personnes, de cette discrimination et stigmatisation dont ces personnes sont victimes, qui font aujourd'hui que cette maladie se propage au sein des personnes LGBT, parce que c'est des personnes qui, victimes de cette discrimination et stigmatisation, ont honte d'aller vers des services de santé, ou ont honte de se faire sensibiliser sur cette maladie-là. Et ce qui fait que cela se propage au sein des personnes LGBT. Et cela ne veut pas dire que c'est une maladie exclusivement homosexuelle. Il faut dire que les gens cherchent toujours une poche d'entrée pour accuser les personnes homosexuelles. Je me rappelle, à l'arrivée de la Covid-19, on a chanté partout que voilà, ce sont les homosexuels, les lesbiennes, les personnes ci, les personnes ça, qui ont apporté encore cette maladie-là au sein de la population générale. Donc, les gens cherchent à tout bout de champ une poche d'entrée ou une poche d'accusation pour coller des étiquettes à la communauté. Et la belle preuve aujourd'hui, ça prouve que le Covid-19 ou la Covid-19, peu importe Covid-19, est une affaire de tout le monde, vous voyez. Donc, c'est à nous quand même de savoir rétablir les vraies informations au sein de notre communauté, et surtout avec les personnes qui collaborent ou les alliés à nous, pour que la vérité s'établisse partout. Et la partie où ce sont les homosexuels qui ont amené le VIH-Sida, ou ce sont les homosexuels qui ont ramené le Covid ou bien la Covid, tout ce que vous voulez là, c'est dire que le VIH, il y a juste une petite poche de concentration au sein de ces populations-là à cause des pratiques sexuelles, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a quand même une baisse du taux au sein de la communauté, vu le travail qui se fait. Et je m'en vais rendre le micro et je vous dis bon mois de la fierté. Il y a un dernier point qui est ouvert à l'indéfini, donc je vais faire à tour de rôle, je vais passer à tour de rôle le micro. En une minute, chacun va dire ce qu'il pense. Voilà, ouvert à l'indéfini, une minute. Moi, je pense que tout ce que moi je peux nous souhaiter de mal, c'est de pouvoir être plus visible, être plus accessible, avoir des opportunités, surtout pour les personnes transgenres, avoir des opportunités de travail, des opportunités de santé, des opportunités de prise en charge lorsqu'ils ont des besoins. Parce que aujourd'hui, on parle de LGBT, mais aujourd'hui, la concentration des victimes, la concentration des agressions, la concentration de tout ce qu'on peut souhaiter de mal, c'est plus sur les personnes trans qui sont très mal comprises, à qui on attribue tous les mots de ce sigle LGBTQ. Donc, moi, je garde espoir que tout comme moi, des personnes de la communauté trans puissent vraiment s'épanouir, même si les conditions ne sont pas réunies, au moins, on peut avoir un regain d'espoir. Merci. Bon. C'est vrai, je voulais revenir sur un point et renchérir et soutenir ce que Olivia a dit tout à l'heure,
que même si on parle de violation au sein de la communauté LGBT en général, ce sont les personnes trans qui sont plus victimes. Aujourd'hui, 80 ou 90% des cas de violence que nous remarquons, que nous accompagnons, ne sont que des personnes trans aujourd'hui, du fait de leur affirmation, du fait de la visibilité, du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes trans arrivent quand même, d'une manière ou d'une autre, à s'exprimer, à parler librement ou même si ce n'est pas totalement librement, quand même à s'ouvrir au monde et à dire qui elles sont. Et aujourd'hui, moi, mon souhait, comme je le disais récemment, lors de la célébration des Daots au niveau de Fierté Afrique francophone, le droit à la différence est un droit universel comme tout autre droit. Et on ne peut pas juger ou accuser ou arrêter quelqu'un du fait que cette personne réclame simplement d'exister et de vivre. Mon souhait quand même, c'est que toute personne puisse aujourd'hui pouvoir vivre tel qu'elle le ressent, vivre tel qu'elle se perçoit, et que quand même tout le monde puisse être tolérante, accepter la différence des autres ou de l'autre pour que nous puissions vivre dans un monde de paix et vivre ensemble. Ce que j'aimerais juste ajouter, c'est que nous, les personnes LGBT, qu'on soit acceptés par tous pour qu'on vive dans la paix et dans la cohésion nationale et internationale. C'est sur ces mots que je souhaite un bon mois de fierté à tout le monde. OK. Je souhaite également un bon mois de fierté. Et puis, j'arrache également le micro pour dire 2 mots. Je vais appuyer en disant qu'il faut de l'inclusion. On a vraiment besoin de cela et c'est justement le moment pour l'État de mettre en place des dispositions qui puissent quand même protéger les personnes que nous sommes et voilà, afin que nous puissions vivre tous heureux au Bénin. Merci beaucoup. Donc, la différence, nous acceptons nos différences et nous évoluons comme ça. Moi, ma phrase magique depuis un bon moment, ensemble on guérit et ensemble on renaît de nos cendres. Voilà. Merci, chers tous. Merci pour ce moment et je vous souhaite un très bon mois de fierté. Merci. Copenhague 2021.